Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ludovic Subran, le chef économiste du groupe Allianz. Bonjour Ludovic. Bonjour David, Ça va? ça va super. Bon, ça va pas super en Chine, il faut qu'on en parle. Le groupe immobilier, on l'a vu dans l'actualité hier, Evergrande, endetté à plus de 300 milliards de dollars, était placé en liquidation judiciaire par le tribunal de Hong Kong. Est-ce qu'on dit que c'est un mal pour un bien? Parce que ça envoie quand même à la casse l'une des premières entreprises chinoises. Et la question, c'est où est-ce qu'on en est de cette crise immobilière en Chine? Déjà, je trouve que c'est un épiphénomène, ça c'est la Ouais. cour de Hong Kong. Et donc, en fait, la crise immobilière, elle est déjà là depuis plus d'un an maintenant. Après, ça met un peu de transparence sur est-ce que c'est les actionnaires ou les créditeurs qui vont payer. Je trouve que c'est sympa pour les millions de Chinois qui ont perdu leur épargne retraite, en fait, hein, parce qu'ils avaient acheté des logements en pensant les louer et faire un complément de revenu. C'est pas mal qu'il y ait une juridiction qui dise aux créanciers d'Evergrande, vous allez devoir payer. Ça, c'est plutôt important. Après, ça ne résout pas le problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème de la Chine, c'est que cette bulle immobilière ça va prendre 10 ans en fait pour qu'elle se dégombe. Si on regarde les exemples historiques du Japon ou même de l'Espagne, hein, c'est pas tout de suite qu'on va avoir un assainissement du secteur immobilier. Et donc le vrai problème pour la Chine aujourd'hui, c'est de recréer de la confiance. Parce qu'en fait, les Chinois aujourd'hui qui ont de l'épargne, parce que le taux d'épargne est D'autant que record. pour eux, ils se prennent un double effet qui se coule, parce que d'un côté, il y a la crise immobilière, et puis il y a aussi les bourses, la bourse chinoise, les bourses chinoises, qui sont aussi au tapis, hein. Ouais, et les deux sont bien sûr liés, hein. C'est-à-dire que le secteur de la construction, l'immobilier, c'est plutôt 15% du PIB, alors que dans nos économies, c'est plutôt 7-8%. Et encore, je pense qu'on ne prend pas toute la ramification, notamment financière, de qui est le créancier, hein, toutes les institutions financières qui sont créanciers de ce secteur immobilier. Donc, c'est sûr que le double effet que connaissent les épargnants chinois, ça crée un peu un moment difficile pour la conception de politique publique, parce qu'en fait, il faut qu'ils fassent toutes les réformes dont ils avaient parlé depuis maintenant 10 ans, il faut qu'ils les fassent au pas de charge. Est-ce qu'on fait quelque chose sur l'épargne retraite, sur la protection sociale? Est-ce qu'on fait quelque chose sur les classes moyennes et notamment la fiscalité? Qu'est-ce qu'on fait sur la soutenabilité? Et donc, c'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup du crédit et des mesures fiscales. Ils les remettent maintenant sur le véhicule électrique. Donc, ils essaient de refaire ce qu'ils ont fait en 2016 en recréant un boom du secteur électrique. Mais en fait, le problème, c'est qu'ils risquent de recréer une bulle. Donc, en fait, la Chine, elle se retrouve un peu face à la fin de son dividende démographique, puisque c'est maintenant, hein, c'est 2027, je crois. Et puis, elle se retrouve malheureusement affectée par le découplage. Parce qu'en fait, il y a plein de pays qui ne veulent plus investir en Chine comme avant. Et donc, toute cette idée qu'une partie de la croissance chinoise serait financée soit par des classes moyennes enrichies, soit par l'épargne du reste du monde, ces moteurs-là, ils sont un peu à la fin. Et donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On revient vers ce qu'on sait faire, c'est-à-dire des subventions publiques, et donc on recrée des bulles. Donc, la situation chinoise, elle est compliquée. Après, moi, je trouve que il ne faut pas sous-estimer la créativité et la sophistication des politiques publiques chinoises. C'est pas parce que la Chine est en crise que ça veut dire qu'ils vont forcément le rester. Après, le rebond de l'économie chinoise va beaucoup moins bénéficier à l'Europe et aux États-Unis que la dernière fois en 2016 notamment, parce que le découplage, ça affecte aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que toutes les mesures de relance chinoises, elles ne vont pas relancer les exportations européennes, notamment comme elles l'ont fait en 2016-2017. Ludovic, je ne sais pas si c'est un paradoxe, mais autant 2024, on le sent bien, pourrait être secoué par des événements politiques qui sont jalonnés qu'on peut imaginer, ou géopolitiques, mais sur lesquels on n'a pas la main, autant l'économie, j'ai envie de dire, semble plus prévisible. Je ne dis pas stabilisée, mais plus prévisible. Je me trompe ou pas? C'est prévisible parce elle est dans un purgatoire économique, quoi. Tout le monde est un peu dans un modèle d'attentisme. On attend tous de savoir si l'homme à la mèche orange revient aux États-Unis. On attend tous de voir ce qui se passe en Europe avec les élections européennes. Donc, en fait, les entreprises attendent de voir à quelle sauce fiscale elles vont être mangées. Les ménages, Marc le disait, s'attendent un peu à ce qui est une politique du carnet de chèques ouvert pour éviter la fronde sociale dans pas mal de pays. La France n'est qu'un pays parmi d'autres. Et donc, c'est vrai que cet atterrissage un peu en douceur économique semble complètement antinomique, complètement paradoxal face à cet atterrissage forcé politique. Ouais. Et notamment, si Trump revient, la guerre en Ukraine, la rivalité sino-américaine, notre engagement pour la soutenabilité et l'ESG, tout ça va voler en éclats. En fait, il faut juste s'en apercevoir. Il va être très bon pour l'économie américaine parce qu'il va relancer ça à coup de baisse d'impôts. En revanche, le reste du monde risque d'avoir des sérieux sujets
à gérer sur la présence américaine et notamment les antagonismes à venir. Trump a dit la semaine dernière sur Taïwan, il a dit moi je ferai un deal avec Xi Jinping parce que Taïwan nous a pris nos emplois. Donc ça montre que tout ce qui est, enfin, ça fait 30 ans que la politique américaine sur Taïwan, cette ambiguïté stratégique est un peu la doxa, lui il balaye ça d'un coup de main. Donc c'est sûr que 2024 ça va aller. Pour l'instant on réussit l'atterrissage en douceur, y compris en Europe, avec pas beaucoup de croissance mais un peu moins d'inflation aussi. En revanche, beaucoup de vents contraires sur 2025 et sur les éléments de politique publique qui vont être à mon avis assez radicaux selon les élections. Ce qui vous inquiète le plus pour cette année, Ludovic? La gestion du risque de crédit, du risque de défaut. Parce qu'en fait, on a un rebond des faillites à peu près partout. C'est une normalisation, mais en fait, on se rend compte qu'il y a cet effet tenaille sur la rentabilité de pas mal de boîtes dans les services, dans la construction, dans les transports, où les chiffres d'affaires décélèrent, aussi parce qu'il y a un peu moins d'inflation, mais la structure de coûts, elle continue d'augmenter. Donc, il y a un peu moins de rentabilité. Donc, ça veut dire quoi que je comprenne? Ça veut dire que vous redoutez des accidents industriels, financiers? Plus de faillites que de raisons, parce que ça veut dire plus de chômage, et ça veut dire qu'avec tout l'argent public qu'on a mis, en fait, on n'évite pas une vague de faillites. Donc oui, c'est le risque crédit qui m'inquiète. On a vu ça sur l'immobilier de bureau, on a vu ça, il y a quand même des poches, on a vu ça sur l'éolien, il y a quand même des poches où les nouvelles lois économiques fonctionnent moins pour leur business model, quoi. Donc voilà, et puis après, donc ça c'était sur la profitabilité, la rentabilité, les marges. Sur la solvabilité, il y a quand même des vrais sujets. Les délais de paiement augmentent d'une semaine, ont augmenté de 3 semaines depuis 2019 en moyenne. Et surtout, on a un mur de refinancement des entreprises très élevé, puisque les taux vont baisser un petit peu en Europe avec le pivot de la BCE, mais ils vont rester 200 à 300 points de base au-dessus du moment où les entreprises ont contracté de la dette. Et donc, ça veut dire que le service de la dette de ces entreprises va être beaucoup plus élevé. Et donc, on va avoir une forme de réveil des zombies, quoi. Ces entreprises pour lesquelles les coûts de refinancement sont plus élevés que leurs résultats. Et donc, je reviens à ma question, il y a ce risque d'accident? C'est pas d'accident, hein, c'est une lame de fond. Pour moi, c'est pas un accident, c'est juste avec un gros corporate, évidemment, on pense à Altis, on pense à Casino. C'est toujours le cas. Mais ça, encore une fois, c'est difficile à prévoir parce que souvent ça vient de fraude ou ça vient de sujets qu'on n'a pas voulu regarder. Moi, ce qui m'inquiète, c'est la lame de fond des PME. Parce que les grosses boîtes, elles ont encore plein de cash. Il y a toujours un accident. Moi, ce qui m'inquiète, c'est juste, en fait, il y a pas mal d'entreprises, 5, 6, 7% d'entreprises dans un pays comme la France, qui, avec un peu plus d'inflation, taux d'intérêt un peu plus élevé et des coûts, notamment salariaux, un peu plus élevés, ça marche plus. Et donc, ça veut dire, on le voit déjà dans les créations d'entreprises un peu moins, ça veut dire peut-être plus de faillites que les 57 ou 58 000 qu'on attend pour 2024 en France. Et c'est à peu près partout pareil. Donc, il y a l'accident, il y a aussi la lame de fond des PME qui sont un peu à bout de souffle. Et ce qui vous incite à l'optimisme pour cette année? La politique budgétaire très accommodante. De quel côté? Côté américain? Partout. Enfin, non, mais d'ailleurs, pardon, c'est hyper intéressant, mais il faut le dire, et je pense que vous pensez pareil, Ludovic, cette croissance américaine qui dépasse, qui déjoue les pronostics, qui surpasse toutes les attentes. Il y a un gros morceau, je ne sais pas si on peut le calculer, qui vient de ce déficit budgétaire américain qui est à 7%. Nous, sous en zone euro, à repasser sous les 3%, mais les Américains sont à 7%. Ils peuvent se le permettre pour l'instant. Ça explique combien de cette croissance économique à 2,5% en 2023? Un bon tiers, voire 40%. Voilà. Et les deux autres tiers, il y en a un, c'est le retour de l'immigration. Donc la rouverture des frontières sous Biden, donc une rouverture qui a été beaucoup plus marquée par le retour en fait d'un choc d'offres sur le marché de l'emploi. Et le dernier tiers, c'est la productivité technologique et un peu l'indépendance énergétique, parce que les Américains n'ont plus de déficit de compte courant sur l'énergie, ils sont en léger excédent. Mais en gros, il y a un tiers, en gros, c'est les grosses boîtes de la technologie et la productivité, tout ça. Un tiers, c'est les dislocations du marché du travail, y compris le retour des migrants, que nous, on ne sait pas gérer en Europe de la même façon. Et un tiers, c'est le déficit, 8% de déficit, vous imaginez bien. C'est sûr qu'avec ça, vous faites des merveilles. Hein. Les boîtes ne veulent pas se défaire de gens parce qu'elles attendent les subventions de l'IRA, hein, ces fameux 500 milliards sur 10 ans pour la révolution manufacturière verte. C'est vrai qu'on est dans une situation où il y a énormément de cadeaux
budgétaire, et ça ne va pas s'arrêter avec Trump, parce qu'il va vouloir baisser les impôts de façon très forte, comme il l'a fait en 2017. Donc c'est sûr que la surperformance américaine s'explique principalement par son privilège exorbitant. Elle peut imprimer sa monnaie, donc elle est beaucoup moins questionnée sur son endettement record. Hein. Je crois que le COB s'attend à ce que les États-Unis atteignent 180% de dette sur PIB à horizon 10 ans, je crois. Donc c'est énorme. À horizon 30 ans, je crois. Ouais. C'est énorme. Trump qui promet aussi, s'il est réélu, de mettre en place, par le biais d'un décret présidentiel, une taxe de 10% sur toutes les importations qui s'appliquerait dès le premier jour de son mandat. C'est une catastrophe ou pas, ce truc-là, sur la croissance et l'inflation? Sur l'inflation américaine, ça veut dire presque un demi-point d'inflation de plus. Donc ça, c'est pas négligeable. Sur la croissance, du coup, américaine, c'est aussi un sujet, parce que les importations jouent beaucoup. Mais sur le commerce mondial, ça voudrait dire une récession du commerce mondial, je pense. Après, il a déjà promis des trucs similaires. Donc des barrières douanières à l'import aux États-Unis qui reviennent au niveau des années 60-70. Au final, il a fait qu'un tiers de ce qu'il a dit sur ce qu'il avait promis en 2017. Donc on a un peu on peut espérer qu'il fasse pas tout, mais c'est sûr qu'il relance la guerre commerciale, et il va le faire avec tous les partenaires, y compris l'Europe. L'Europe sera pas immunisée dans cette nouvelle politique en fait de la guerre commerciale à la papa, puisque c'est un truc qu'on fait plus depuis les années 60-70 de jouer sur les barrières douanières. Mais maintenant, Trump a relancé ça clairement. On termine là-dessus, juste Ludovic, voir le CAC 40 quasiment à quelques encablures des 7700 points. Au vu de tout ce qu'on s'est dit là, ça appelle un commentaire, ça vous surprend? Les entreprises qui sont cotées, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, elles sont très riches encore. C'est-à-dire qu'en 2020, on leur a fait des gros chèques pour qu'ils gardent l'emploi. Et donc, ces boîtes, elles ont aussi pas mal de puissance de fixation des prix, souvent parce que c'est des grands champions. Elles bénéficient de la mondialisation, elles savent utiliser le dividende technologique mieux que les autres. Donc, il y a une fonction tri. Si vous êtes dans le CAC, c'est que vous n'êtes pas trop pourri. Et donc, sur 2024, ils vont normalement continuer de surperformer l'économie. Donc, nous, on est assez constructifs sur le marché action, parce qu'en fait, quand on regarde les boîtes, elles sont toutes encore blindées de cash. Donc, si elles en redonnent un peu aux actionnaires, il n'y a pas de raison que les marchés dévissent. Après, il y a des gros sujets. Sur les boîtes du CAC 40, il y en a très peu qui sont vraiment prêtes pour la révolution de la soutenabilité. Si on veut être sérieux sur une économie bas carbone ou zéro carbone, le nombre d'actifs échoués parmi les bilans des boîtes du CAC 40, je pense que c'est assez impressionnant. Dans plein de secteurs, manufacturiers, énergétiques, etc. Donc c'est sûr que là, c'est un moment où le marché action est très bon, mais parce qu'on a encore plein de méga transformations, y compris l'IA aussi, et les investissements de l'IA, qu'on n'a pas encore dans les prix. Mais ce n'est pas le job d'un analyste ou d'un actionnaire de savoir faire ça mieux que les politiques publiques, en fait. C'est ça le sujet. Donc pour l'instant, il y a plutôt des belles performances à attendre des entreprises cotées en France. Donc pour vous, le marché boursier est haussier et va le rester, et devrait le rester cette année? Oui, alors après 2023, c'était exceptionnel parce que c'était rattrapage de 2022. Donc 2024, ça va être plutôt plus normal, ça va être 5% de croissance, qui est une croissance un peu historique, mais ça reste avec de la volatilité, puisqu'on voit un peu déjà ce qui se passe sur les attentes des banques centrales. La Fed, tout le monde s'attend à ce qu'elle pivote en mars, alors forcément, tout le monde remet un coup dans la machine des actifs risqués. Moi, je pense qu'on va être un peu douché aussi par les banques centrales. Nous, on pense qu'elles pivotent plutôt à l'été. Et donc, il y a peut-être un peu plus d'à-coups. Mais de manière générale, le marché action est plutôt assez fort à cause du cash qu'il faut redistribuer aux actionnaires. Donc 2024 devrait être un bon millésime pour les marchés actions, pour les grands indices boursiers. Relativement bon, oui. Relativement bon. Bon, on en reparlera. Merci beaucoup, Ludovic Subran, donc chef économiste du groupe Allianz, invité à la grande interview en direct sur Boursorama. Salut.